avec un S à sport. L'émission 100% sport sur Logos FM. Toute l'actualité sportive de la région passée au crible avec Olivier et toute sa team. La team de retour comme chaque mardi à 18h sur Logos FM pour parler de sport au pluriel. Aujourd'hui pour m'accompagner de Clermont Sport, Léa Zuzart. Bonsoir Léa. Bonsoir à tous. Et la directrice de Sophrocap, sophrologue de son état, Virginie Van der Merch. Bonsoir Virginie. Salut tout le monde. Notre invité ce soir à quelques jours, à une poignée de jours du All-Star Perche, c'est Philippe Dancos, le coach entre autres de Renaud Lavillenie. Bonsoir Philippe. Bonsoir. Alors Philippe qui nous fait le plaisir d'être là, qui était déjà venu il y a 2 ans maintenant, regardez ça un peu tout à l'heure en préparant, ça fait déjà 2 ans que tu es venu, un vrai All-Star Perche cette année avec du public, un beau plateau, tu vas nous présenter tout ça. On va commencer avec nos 2 résultats du week-end, aujourd'hui on va parler de la Jave et du HBK. On va parler de la Jave mais malheureusement ils n'ont pas joué ce week-end, un match remis pour cause de Covid, mais j'ai souhaité qu'on fasse un petit peu le point sur leur championnat, parce qu'en regardant les classements, j'ai vu que la Jave avait désormais 4 matchs à récupérer, et pourtant ils sont à la 5e place. Donc c'est plutôt une saison qui avance bien, parce que si jamais ces 4 matchs soldent par un résultat positif, on peut avoir une Jave en haut de tableau. Léa. Oui, c'est une période un peu bizarre pour la Jave en ce moment. Ils n'ont pas joué pendant à peu près 3 semaines à cause donc de tous les matchs annulés au fur et à mesure. Ils ont repris, donc il y a une semaine, ils ont gagné à Boulazac. Donc on avait des doutes justement sur ce manque de compétition. Est-ce qu'ils allaient gagner parce que c'est compliqué effectivement quand on joue pas vraiment dans la compétition. Et finalement, ils ont fait cette victoire à l'extérieur. Et malheureusement, ils devaient enfin retrouver leur public et le match a encore été une fois annulé. Donc là, c'est vrai qu'on les retrouve à la 5e place avec 4 matchs de retard. Donc ils sont vraiment bien placés. C'est ceux qui ont, je crois, le plus de matchs de retard dans le championnat. C'est la seule équipe de cette Pro B à avoir autant de matchs de retard. Tout le monde est un petit peu impacté, mais c'est vrai 4 matchs, ça va être compliqué là quand même pour tout placer dans le calendrier. Bah c'est ça, c'est que le problème maintenant, ils vont avoir un calendrier très chargé. Donc maintenant, il va falloir assumer de ce côté-là et être et maintenir le cap pour jouer tous les matchs qui leur restent, parce que là ils ont eu des périodes justement d'entre-deux où ils jouaient pas assez. Maintenant ça va être l'inverse si tout se passe bien, donc c'est là que ça va être déterminant justement pour leur fin de saison, c'est de gérer tous ces matchs de retard en plus des matchs classiques du championnat. Virginie, comment on gère ça, ces périodes où on joue plus, on rejoue plus, on s'attend à jouer puis finalement on joue pas, c'est compliqué à gérer tout ça. Évidemment, c'est évident mentalement, ça peut être très difficile et de toute façon on l'a déjà dit, dans plein de championnats là aujourd'hui, tout ça c'est un peu faussé. Ça demande quoi ? Des capacités d'adaptation qui sont déjà importantes à avoir en tant que sportif sans que les calendriers soient changés. Et puis ça demande sûrement aussi de bien arriver à gérer l'effort, mine de rien. Ça va compter, qu'il n'y ait pas trop de blessés du coup, et parce que je ne sais pas comment ils vont enchaîner, mais ils auront plusieurs matchs par semaine. J'imagine, oui. Ouais. Donc voilà, on sait comment un match de basket, physiquement, l'engagement il peut être prenant, et donc c'est ça surtout, c'est continuer à développer des capacités d'adaptation, et pour moi arriver à bien gérer l'effort. Alors, on peut quand même espérer une place en play-off, ça serait une bonne saison, une saison réussie. On va rappeler rapidement le principe de ces play-offs. Le vainqueur de cette Pro B va accéder directement à la division supérieure, et du 2 au 8e, il y aura des play-offs auxquels on va intégrer le vainqueur de la Leaders Cup. Léa, a priori, on devrait retrouver la Jave dans ces 8 équipes qui pourront jouer la 2e place pour l'accession en Betclic Elite. Ah oui, je pense que clairement, ils sont sur la bonne voie, ils ont leur chance. S'ils arrivent à gérer, comme on le disait, cette fin de saison, il y a de grandes chances pour qu'ils y soient. Alors après, est-ce qu'ils vont gagner ces playoffs, ça c'est encore autre chose, mais en tout cas, oui, je pense qu'on les retrouvera à cet endroit. Philippe, tu suis un petit peu la Jave ? Je connais historiquement le club, ouais. Je suis pas trop en ce moment. C'est étonnant. Ouais, non, mais ça dépend un peu des périodes où je suis vraiment occupé ou pas, mais je connais l'histoire du club
Et s'ils peuvent remonter en Pro A, je pense que ça fera plaisir à tout le monde, parce que de mémoire, c'était un des bastions du basket en Auvergne. Il y avait notamment un public qui était assez chaud et qui les suivait. Donc... Et un public qui l'est toujours. Hein. C'est vrai que quand ils peuvent accueillir du public, c'est compliqué depuis 2 ans, mais on retrouve toujours une belle ambiance et les résultats s'y retrouvent. Hein. Depuis que la Jave rejoue à Vichy, on a un peu plus de régularité dans les résultats que quand ils alternaient les matchs entre Vichy et Clermont-Ferrand, où là pour le coup c'était pas qu'une expression, c'était 2 salles, 2 ambiances. Une autre équipe qui s'est distinguée ce week-end, et là on est très content, c'est le HBCAM qui enchaîne les victoires là depuis le début d'année 2022 et qui enfin vient accrocher une équipe qui était à sa portée mais qui était dans la bonne moitié du tableau. C'était Bègles, une victoire convaincante, le HBCAM qui s'impose face à Bègles 21-24. Virginie, ça y est, c'est lancé. Ouais, pour clairement. les volcaniques. Et je pense que là, elles ont vraiment pris en confiance énormément. C'est important pour cette équipe, voilà, on l'avait déjà dit, d'avoir des matchs de référence en positif. Et là, je pense qu'elles peuvent vraiment s'appuyer sur ça. Un vrai beau collectif qui fait que du coup, ben voilà, la victoire est au bout et c'est chouette. Et vraiment, enfin, moi, je trouve qu'elles gagnent en confiance. Ça se voit match après match dans leur attitude, dans leur posture, dans leur engagement, dans ce qu'elles peuvent faire de façon aussi assez audacieuse. Il y a de l'audace, je trouve, dans cette équipe. Elles osent de plus en plus. Et ça, enfin voilà, ça veut dire qu'elles gagnent en confiance. Donc ouais, c'est très très bon pour la suite et je suis contente pour elles. Ouais. Et une belle remontée au classement, hein, parce qu'elles ont démarré l'année, je crois, à la 10e place, début janvier. Elles sont désormais 6e. Léa? Oui, effectivement, c'est une belle remontée. On voit qu'effectivement, il y a eu un changement par rapport au début de saison. Là, 3 victoires de suite, ça fait vraiment du bien au groupe. Elles enchaînent, elles peuvent, comme disait Virginie, s'appuyer sur des matchs de référence. Et du coup, je pense que ça leur fait du bien mentalement aussi. Et donc, ça laisse espérer que ça puisse continuer ainsi. Après, c'est aussi un championnat compliqué. Mais en ce moment, elles sont sur une bonne dynamique. Et on va souligner, puisque les clubs ont commencé à communiquer dessus, fin février, le 26 exactement, un match couplé entre le HBCAM et le VBCC. Tout ça dans le cadre de Sport Féminin Co. C'est ce qu'ils appellent la Women's Week. Donc un match à la Maison des Sports avec le match du VBCC en Liga féminine à 17h, le match du HBCAM à partir de 20h30. Là, il va y avoir du sport féminin de très très haut niveau. On a hâte d'y être. Ouais, c'est super. C'est vraiment bien qu'il y ait cette initiative vraiment du sport féminin en co sur Clermont et de le mettre en avant. C'est vraiment chouette et de faire une soirée par rapport à ça. C'est ce qui était prévu depuis longtemps et voilà, on va pouvoir l'avoir. Ça va être vraiment chouette. Il y aura la SM Romagna qui sera associée également à cet événement, ainsi que les 2 clubs de foot de la SM et du Clermont Foot qui feront des animations spéciales pendant cette semaine. Mais là, effectivement, on va avoir un gros morceau. Et puis Léa, il nous reste quelques minutes. Je vais me tourner vers toi, pour toi la spécialiste foot. J'imagine que tu as suivi la belle victoire du Clermont Foot face à Nice. Là aussi, une victoire de référence. Oui, vraiment une victoire de référence. C'est vrai qu'on les attendait pas du tout. Nice 2e du championnat, 5 victoires d'affilée. C'était un sacré gros morceau. Et en fait, ce qui est plaisant aussi à voir, c'est que c'est une victoire 1-0, mais c'est pas contre le cours du jeu. C'est vraiment Clermont qui a dominé ce match. Nice, ils étaient effectivement pas à leur meilleur niveau, hein, mais voilà, Clermont, je pense qu'ils sont allés sans pression parce qu'ils attendaient peut-être pas grand-chose du coup. Et au final, ils étaient décomplexés et ils ont dominé le match, ils ont attaqué, ils ont été là dans tous les domaines. Et Nice, ils ont, eux, beaucoup moins trouvé de solutions et au final, remporté à l'extérieur contre le 2e, c'est vraiment une belle performance et ça leur fait du bien au classement, surtout d'engranger 3 points. C'est important quand on joue le maintien. Oui, là, ils respirent un peu mieux. Et puis, autre belle nouvelle du week-end, c'est la victoire de l'équipe de France face à l'Italie, mais surtout la victoire de l'Écosse face à ces enfoirés de British. Ça fait toujours plaisir de les voir se faire battre. Allez, on va marquer une première pause. On se retrouve tout de suite après. Vous êtes sur le Goss FM. C'est avec ASA Sport. Avec un S à Sport, l'émission 100% sport sur Logos FM. Toute l'actualité sportive de la région passée au crible avec Olivier et toute sa team.
De retour dans Avec ASA Sport, l'émission qui vous parle de sport au pluriel chaque semaine 18h le mardi sur Logos FM, la rediff le mercredi 20h, le podcast à partir du jeudi matin sur notre page Facebook avec un SA Sport. Pour m'accompagner ce soir, Léa Zuzard, Virginie Van der Merch et notre invité Philippe Dancos. Alors Philippe, je vais me tourner vers toi, on va parler de ce All-Star Perche qui arrive dans quelques jours. J'ai envie de dire 3 jours de la fête de la perche. Alors je dis 3 jours parce qu'il n'y a pas que le All-Star Perche, il se passe plein de choses le jeudi et le vendredi et le samedi, je vais y arriver. Oui, en fait c'est un peu c'est la volonté un peu du directeur de la Réunion qui est Renaud Lavillenie qui cherche en fait à essayer de faire une vitrine un peu de sa discipline. Donc il y a beaucoup de choses qui tournent autour de la perche pendant 3 jours. Il y a des animations pour les écoles, donc on accueille plein de gamins, on essaie de leur montrer un petit peu la pratique. Il y a un concours national le vendredi soir, il y a des concours le samedi après-midi et il y a le meeting international en lui-même le samedi soir. Voilà, d'où ma confusion, c'est bien le samedi, qu'on se trompe pas sur les dates, c'est bien ça. Le samedi 19, habituellement c'est vrai que c'était le dimanche, d'où ma confusion dans les jours, mais c'est bien de jeudi, vendredi et samedi. C'est ça. Et du coup, le concours qui a lieu en soirée. C'est ça. À partir de 20h30. Tout à fait, à la Maison des Sports. Voilà, retour à la Maison des Sports, après une année à huis clos à Jean Pelaise. Ben oui, l'édition 2021 a été une belle édition, mais à part les participants, personne ne l'a vu, puisque c'était fermé au public. Donc là, ça permet de retourner à la Maison des Sports, qui est une salle qui se prête bien à ce type d'événement, parce qu'on a un public qui est assez près des athlètes, et puis bon, ça permet aux gens de voir un petit peu en vrai, un peu notre truc, à quoi ça ressemble, et ça reste une discipline qui reste assez impressionnante, donc c'est toujours sympa à regarder. Alors quel est le plateau là cette année ? Alors le plateau, le problème de la saison hivernale, c'est qu'elle est très compactée, et donc les plateaux sont un peu durs à ficeler, parce qu'il y a des championnats nationaux. Comme cette année, il y a un championnat du monde en salle, il y a des trials aux États-Unis, donc il y aura pas de perchiste américain garçon parce que il y a une concurrence de dates, mais il y aura déjà Renaud qui a à cœur de sauter devant les gens de sa région. Il a fait une rentrée qui était tout à fait concluante ce week-end puisqu'il a sauté 5m80 après presque 9 mois de galère, quand on peut dire. Donc c'est bien, et il y a un truc qui est sympa, c'est qu'on a les meilleures filles du monde. Et on a Cathy Nedjot qui est championne olympique, il y a Angelika Sidorova qui a fait 5m01, la petite Irina Zouk qui a la meilleure perf mondiale cette année. C'est 3 filles qui font pratiquement 5 mètres ou 5 mètres, donc c'est ce qui se fait de mieux. Et chez les gars, à part les Américains, on aura un plateau de très haute qualité internationale, Ça devrait sauter à peu près à quelle hauteur là chez les garçons et chez les filles ? Si on a un gars à 6 mètres et une fille à 5 mètres, on pourra dire que c'était une belle édition. Parce que c'est très rare, et je crois que c'est jamais arrivé dans la même compétition, donc ça peut être un challenge en tout cas. Ça c'est sûr. C'est un meeting qui est maintenant très reconnu, c'est la 7e édition, c'est un des plus grands meetings au monde, dans les meetings spécialistes. Ouais, c'est une des épreuves phares de la discipline. C'était un peu l'inspiration. Renaud s'est beaucoup inspiré de ce que faisait Sergei Boubka à Donetsk à l'époque, l'endroit où il a battu le record du monde. Donc c'est une compétition qui est faite par les athlètes, mais aussi pour les athlètes. On essaie de les mettre dans les meilleures conditions possibles pour qu'ils puissent s'exprimer le mieux possible. Et il y a beaucoup de choses qui tournent autour de la perche. On va sûrement refaire un petit colloque international juste avant la compétition. Puisqu'il nous donne un peu d'oxygène, c'est qu'on va pouvoir accueillir du public, on va pouvoir montrer ce qu'on sait faire, donc c'est ça qui est sympa. Ça c'est sûr que c'est intéressant, enfin de retour du public. C'est quoi les records là, des précédents tournois tu as en tête Le record du All-Star Perche, ça doit être Renaud Lavillenie l'an dernier, qui a fait 6m06. Je te confirme. Puisque je sais que Mondo Duplantis avait fait 6m03 peut-être, Renaud avait déjà fait 6,02, mais non, c'est 6,06. Et je pense que chez les filles, le record doit être à 4,81, quelque chose dans ce style. Donc on doit pouvoir faire mieux. Il y a beaucoup de meetings spécialisés dans la perche dans le monde, ou c'est quelque chose de rare ?
C'est pas quelque chose de rare. Il y a un meeting aux États-Unis à Reno, dans le Nevada, qui est organisé par un fabricant de perches, mais qui accueille plus de 1000 perchistes sur une journée. Donc c'est un modèle américain, quoi. C'est du XXL. Il y a 11 tapis dans la salle, je crois. C'est une salle qui est dédiée à la base au rodéo. Donc c'est américain. C'est ça. Mais par contre, il y a un circuit national français qui est le Perche Elite Tour, où on a des compétitions de saut à la perche toute la journée avec ça commence à 9h le matin et ça finit à 23h le soir, et il y a des gamins qui font 1m50 et ben là, ce week-end à Tourcoing, le gars qui a gagné, il a fait 6m02, quoi. Ah oui, ça saute déjà haut. Oui, ça saute haut, puisque c'est le même principe, on essaie de mettre les athlètes dans les meilleures conditions. Donc on a un circuit national pour... Et puis, la discipline s'y prête, parce que c'est assez facile de monter un tapis et une piste dans une salle. C'est plus compliqué de monter une piste de 400 mètres, quoi. Et quel est le retour des athlètes, justement, cette proximité avec le public? Est-ce que c'est quelque chose qu'ils ont l'habitude de retrouver ailleurs, ou ça fait de cette étape clermontoise quelque chose d'à part? Ils sont friands parce que les gens viennent voir de la perche. C'est pas comme dans un stade d'athlé où on va pouvoir... c'est intéressant un stade d'athlé aussi, forcément, parce qu'il n'y a pas de temps mort, il y a toujours quelque chose à voir. Mais là, ils sont vraiment au centre du truc, et ils sont au centre de l'action, et c'est eux qui font le spectacle. Donc, bien sûr, ils sont friands de ce type d'événement. Léa, est-ce que tu as une question? Depuis combien de temps, du coup, cet événement existe? Eh bien, de mémoire, je dirais 2016. 2016, il me semble. Ça regroupe combien d'athlètes là pour cette édition? Compliqué à dire parce que y a les concours nationaux dans la journée. On limite un peu le nombre puisqu'on peut pas accueillir tout le monde. Donc, je vais peut-être dire une bêtise, mais il y a peut-être 300 athlètes qui vont venir faire de la perche sur le samedi, quoi. C'est une grosse organisation. C'est combien de jours avant là pour tout installer, tout mettre en place? Alors l'installation, c'est pas le plus compliqué parce que on a le personnel de la ville qui nous aide aussi. Mais je dirais que c'est d'une année sur l'autre, parce que le principal souci, c'est toujours de trouver les partenaires qui vont permettre de financer l'événement. Donc ça se travaille d'une année sur l'autre. Et puis il y a une équipe qui bosse là-dessus pratiquement à l'année, quoi. Même s'ils ont d'autres events à organiser, ils sont toujours en veille par rapport à ça, quoi. Virginie. Et du coup, sur la compète au niveau national, je suppose que tous les jeunes qui sont avec Renault et qui s'entraînent avec Renault sur le site vont faire partie de l'événement. Ouais, alors il y en a même qui vont sauter dans le concours international, puisqu'on va retrouver Valentin Lavillenie et Anne Cormont, c'est les 3 Français qui étaient aux Jeux de Tokyo. Je pense que le petit Thibaut Collet risque de sauter aussi dans la compétition internationale. Et sur le national, il y a tous les il y a les gens du pôle de Clermont, mais il y a aussi les gens de tous les clubs de la région, Il y a de la perche à Vichy, il y a de la perche à Moulins, il y en a un peu partout. Enfin, on essaie en tout cas d'accueillir le maximum d'athlètes, mais ça représente, je pense, un plateau de 300 athlètes. Ouais, donc déjà un beau plateau pour ce genre d'événement, et surtout avec les conditions actuelles. C'était compliqué de faire venir les athlètes étrangers? C'est pas le plus simple, entre les vaccins qui sont pas reconnus par l'agence nationale, certains athlètes sont pas vaccinés et du coup ils viennent pas. Il n'y a pas que Djokovic. Il n'y a pas que Djokovic. On a le cas de Sam Kendricks, qui est champion du monde de saut à la perche à Doha, et qui lui, il veut pas entendre parler de ça, donc il reste dans son Mississippi natal et il bouge pas trop, quoi. D'accord. Le concours de perche élite, ça va être combien d'athlètes là qui vont sauter sur Alors il y a le vendredi soir un concours, donc qui est le concours élite national. C'est 2 concours de 12 filles et garçons. D'accord. Et après la journée du samedi, là c'est un peu plus j'ai pas les nombres exacts. Et la réservation est déjà ouverte? Oui, la réservation est déjà ouverte, les places sont en vente. Et il y aura un diffuseur, on va pouvoir le suivre à la télé en direct? Oui, alors là je vais sûrement froisser des gens, parce que je crois me rappeler qu'on a Eurosport qui est sur
sur le truc, mais pas que. Donc, il y a l'équipe également. L'équipe TV, voilà, c'est ça. Qui va diffuser. Je cherchais le. Donc ça sera. Voilà, ils seront. L'équipe, ça sera en direct samedi à partir de 21h. C'est combien de temps à peu près ce genre de concours sur la durée? Les gens qui vont venir, qui vont découvrir, faut qu'ils s'attendent à quoi? Une demi-heure de spectacle, 3 heures de spectacle? C'est plus près de 3 heures d'une demi-heure. Et heureusement. Ça dépend un petit peu, je dirais, du niveau de la compétition. Hein. On essaye maintenant de compacter au maximum, c'est-à-dire qu'en gros, on réduit un peu le nombre d'athlètes. On essaie de compacter de manière à ce que ça rentre dans un format entre 1h30 et 2 heures. Par contre, si on a des tentatives de record du monde, si tout le monde est en feu et saute très haut, ça peut durer un peu plus longtemps, quoi. Renaud s'est fixé un objectif là sur ce meeting? Je dirais qu'il ne s'est pas fixé d'objectif particulier parce que ça sera sa 2e compétition de l'hiver. Donc l'objectif cet hiver pour Renaud, c'est de bien figurer aux championnats du monde de Belgrade qui seront le 19 mars. Donc c'est dans un mois et demi. Donc je dirais que cette compétition fera partie de ça fait partie de l'entraînement pour être compétitif au max le 19 mars. Ça donc, fait en sachant des étapes. Ouais, c'est une étape, en sachant que ça reste une compétition qui lui tient vraiment à cœur et qui lui donne des ailes. Donc je suis pas trop inquiet quant à sa motivation et quant à je dirais, son envie de performer en tout cas. Très bien, on reviendra là dans la partie suivante sur son rôle justement d'organisateur, comment est-ce qu'il gère tout ça, la partie athlète, la partie organisateur, puis on parlera du pôle perche, les objectifs pour cette saison, la composition de ce pôle. Nous on va marquer une nouvelle pause, on se retrouve tout de suite après. Vous êtes toujours sur Logos FM dans Avec AS à Sport. Avec un S à Sport, l'émission 100% sport sur Logos FM. Toute l'actualité sportive de la région passée au crible avec Olivier et toute sa team. Troisième partie d'Avec ASA Sport, chaque mardi 18h sur Logos FM. Pour m'accompagner ce soir, Léa Zuzard, Virginie Van der Merch et notre invité Philippe Dancos qui nous parle entre autres du All-Star Perche. On reviendra tout à l'heure également sur le pôle Perche qu'il dirige et qu'il entraîne. On a terminé en parlant de Renaud sur la partie précédente. Comment est-ce qu'il arrive à gérer là, cette partie organisateur et cette partie athlète, compétiteur? Alors, de l'extérieur, moi je trouve ça très compliqué, parce que bon, c'est vrai que ça lui demande pas mal de boulot quand même. Après, il a une équipe autour de lui, il a des gens dont c'est le métier, qui sont pros de l'organisation, hein. Donc ça lui permet un peu de se décharger de certaines tâches, mais il est vraiment présent sur le truc, hein. C'est-à-dire que il est au courant de toutes les infos. Oui, il gère, il supervise. Il est vraiment investi dans le truc. C'était sa volonté à lui d'organiser ça, et je crois que c'est sa volonté aussi de bien maîtriser je dirais le produit de A à Z, quoi. Donc c'est forcément une dépense forcément une dépense énergétique qui est pas anodine, mais je pense aussi que c'est une vraie source de motivation chez lui. Est-ce que j'allais dire, il compense peut-être avec le surplus d'adrénaline devant son public. Ouais, c'est-à-dire qu'il essaie tellement de tout faire en sorte pour que ça marche que lui, le premier, il s'autorise pas trop Donc c'est vrai que ça le booste, quoi. Il a toujours été compétitif, même quand il a même fait une édition en étant avec une jambe en moins, et il avait fait pas loin de 5,80, je crois. Donc ça reste un truc qui le booste vraiment. Virginie. Et là, en sachant qu'il y aura son frère Valentin, qu'il y aura toute l'équipe du pôle perche avec qui s'entraîne tous les jours, hein, du coup. Là, comment il appréhende ça? Parce que du coup, en plus, Valentin l'a déjà battu sur des concours, et voilà. Et... Je vais être honnête, ça lui traverse même pas l'esprit. C'est Valentin, Pierre, Paul ou Jacques, je crois qu'ils sont... C'est pas son problème. Ouais. Il y a des gens dans la compétition, il est là pour sauter le plus haut possible, et qui est son frangin, qui est ses camarades d'entraînement ou pas. Franchement, ça change que dalle. Est-ce que son adversaire, c'est plus la barre à attraper ou justement les autres athlètes, les autres perchistes? Lui, il a cette capacité à quand même se transcender dans ce type d'événement. Donc il est là pour battre les autres.
C'est même sa principale qualité, parce qu'un gars comme Renaud, même si vous lui mettez le champion olympique de ping-pong contre lui, il va se dire j'ai peut-être une chance, quoi. Donc même s'il est nul. Mais donc ça c'est un truc qu'il a en lui. Après ça reste une discipline où on se ment pas, c'est très technique, mais il faut s'appliquer, quoi. Il suffit pas de mettre des grands coups de tête dans les porte-manteaux avant de rentrer sur le terrain, quoi. Ça non, faut quand même être On va laisser ça au rugbyman. Faut un peu de finesse, quoi. Donc il faut être concentré sur ce qu'il y a à faire. Et bien sûr, le principe quand même de toute compétition, c'est de battre les autres, quoi qu'il arrive, hein. Donc pour tous ces points-là, je crois qu'il a prouvé dans sa longue carrière qu'il avait ce qu'il fallait en magasin. Ça c'est clair. Léa? Est-ce que son objectif, c'est de faire perdurer ce meeting vraiment pendant très longtemps, même au-delà, lui, de sa propre carrière ? Ouais, absolument. Parce que c'est son bébé, c'est le truc qu'il a créé. Et le fait est que l'objectif, c'est vraiment que ça soit une date référence dans le calendrier pour tous les gens qui font ce sport, quoi. Donc oui, il faut que ça... C'est son truc, il faut que ça pérennise. Et le fait que ce soit à Clermont, c'est important aussi pour lui, j'imagine. Bien sûr, oui, parce que ça fait partie il invite les gens chez lui, quoi. C'est ça, ouais. Très bien, on va redonner les dates. Donc le All-Star Perche, c'est le 19 février à partir de 20h30. Le jeudi et le vendredi, il y aura alors le vendredi le Perche Elite Tour et le jeudi l'accueil des scolaires. Donc n'hésitez pas, vous pouvez d'ores et déjà réserver vos places puisque l'accueil au public sera ouvert. Il n'y aura plus de restrictions à ce moment-là. On va parler maintenant, Philippe, de ce pôle Perche que tu coaches. C'est combien d'athlètes que tu diriges au quotidien ? Alors c'est 9 athlètes, hein, c'est pas une grosse équipe, mais il y a des critères qui sont assez drastiques, hein. Faut être sur les listes de haut niveau du ministère et les vraies listes de haut niveau, donc pas les listes partenaires d'entraînement ou collectifs ou je sais pas quoi. Donc c'est des gens en fait ça s'appelle un pôle national de préparation olympique, donc c'est des gens qui à la base préparent les Jeux olympiques. En sachant que il y a que 3 places aux Jeux chez les garçons et chez les filles, donc ils préparent les Jeux, mais tous n'iront pas. Par contre, on a quelques fiertés, hein, puisque l'édition 2021, donc les Jeux de Tokyo l'an dernier, les 3 participants à la perche, ils étaient issus du pôle de Clermont. Donc ouais, c'est des jeunes qui viennent de toute la France s'entraîner à Clermont-Ferrand, qui résident à Clermont-Ferrand, et qui essaie de faire briller les couleurs nationales, quoi. Et donc là, la relève est prête pour l'après Renault ? Alors le souci, c'est que des gens comme Renault, on n'en a pas à chaque génération. Ça, c'est sûr. Et donc le champion, c'est l'exception. Ouais, et Renault, il a été champion olympique, il a été recordman du monde. Donc ça veut dire que si on a quelqu'un qui arrive à faire ne serait-ce que se rapprocher de ce type de palmarès et d'exploits, on sera dans la continuité, quoi. Mais on a des jeunes de qualité, hein, puisqu'on a le petit Ethan Cormont, il a 21 ans, il est champion d'Europe Espoir. Il y a le petit Anthony Amirati qui a 18 ans et qui a déjà fait 5m72. Donc, puis il y a des demoiselles aussi, Elina Gerolachis qui a 21 ans, qui est championne de France. C'est des jeunes qui sont prometteurs, qui représentent l'avenir de notre discipline au niveau international. Oui. Il y a des potentiels à 6 mètres, j'imagine ? Je pense que oui. Est-ce que c'est quelque chose qui se banalise maintenant, cette barre des 6 mètres ? Parce qu'on... Non. Parce que j'allais dire, on a toujours l'impression que ça reste quand même quelque chose d'assez exceptionnel. Non, ça se banalise pas, parce qu'on voit même un gars comme Mondo Duplantis qui domine vraiment de la tête et des épaules la spécialité. Quand il fait 6 mètres, c'est pas anodin pour lui. Il sait que c'est quelque chose, quoi. Ça reste un cap. Ouais, et puis il suffit de regarder les bilans tous les temps, hein. Il y a 15 mecs qui ont fait 6 mètres, quoi. Il n'y en a pas plus, quoi. Et on rappelle dans ces 15 mecs, ils l'ont fait une fois. Donc ça reste une performance exceptionnelle. Et que le premier à l'avoir fait, c'était il y a quoi déjà 35, presque 40 ans ? C'était en 1985. Voilà, donc bientôt 40 ans déjà. Et il y a donc aussi peu d'athlètes qui ont réussi à franchir cette barre. Donc oui, ça reste effectivement quand même quelque chose d'assez mythique. Tout à fait. Tu penses qu'on peut aller jusqu'où ? Ça peut être quoi l'ultime hauteur ? L'ultime hauteur, j'en ai pas la moindre idée. Parce qu'après, il y a toute la technologie, j'imagine. Parce que pour l'instant, on a un matériel qui est assez figé en évolution depuis
40 ans, bon, ça a évolué, mais relativement peu. Ça reste très normé en termes bon, je pense que l'évolution, ça serait de gagner un peu sur le poids, mais pour ça, il faut beaucoup de recherche et développement, et ça reste un marché de niche. Donc, quand on met tout bout à bout, je pense que quand Mondo il aura fait 6,25, on pourra déjà dire que c'est balèze, quoi. Ça restera un moment. Ouais, et alors combien on peut sauter, c'est tellement compliqué de se projeter que sans évolution de matériel, bon, parce qu'il y a un gars qui peut faire 6,20, mais il n'y en a pas deux, quoi. Ouais, ça c'est sûr. Donc difficile à dire, de toute façon. Les prochains objectifs, que ce soit pour Renault ou les jeunes du pôle? Il y a une échéance internationale importante cet hiver, hein, parce qu'on a des championnats du monde en salle. Donc ça reste c'est une épreuve qui est importante, que Renault a gagné, je ne vais pas dire de bêtises, mais je crois qu'il a été 3 fois champion du monde en salle déjà. Donc il a à cœur de bien figurer encore. Et on a un calendrier estival qui est bien chargé, puisqu'on a quelques reports d'événements. Cette année, on a des championnats du monde mi-juillet et des championnats d'Europe mi-août. C'est la première fois et que pour les petits gars du pôle, temps. il y a aussi des championnats du monde junior début août. Donc ça va occuper la petite équipe pendant l'été, quoi. Et en vue de Paris 2024, est-ce qu'il y a déjà des échéances qui sont placées là dans les 3 années, non, déjà plus que 2 ans, les 2 ans et demi là avant l'ouverture de ces Jeux, comment on planifie tout ça? Alors l'athlétisme a cette particularité que nous, les Jeux, bon, c'est tous les 4 ans, mais on a des compétitions de même niveau chaque année. C'est-à-dire et encore plus à la perche, puisque chez nous, un championnat d'Europe, c'est l'équivalent des Jeux Olympiques ou des championnats du monde, c'est le même niveau, c'est les mêmes participants. Donc chaque année, on a une échéance importante. Donc la route des Jeux, elle passe par ces échéances importantes. Alors, quand j'entends certaines disciplines où ils préparent Paris 2024, oui, nous aussi, on prépare Paris 2024, mais il y aura d'autres trucs avant, quoi. Très bien, merci beaucoup Philippe, on croise les doigts pour la réussite de ce All-Star Perche et on espère que nos Français présents vont se distinguer. Nous on va marquer une dernière pause, on se retrouve tout de suite après. Vous êtes sur Logos FM dans Avec AS à Sport. Avec un S à Sport, l'émission 100% sport sur Logos FM. Toute l'actualité sportive de la région passée au crible avec Olivier et toute sa team. 4e et dernière partie d'Avec ASA Sport, chaque mardi 18h sur Logos FM, je vous rappelle, le rediff c'est le mercredi 20h, le podcast le jeudi matin sur la page Facebook Avec ASA Sport. N'hésitez pas à venir rejoindre notre petite communauté de 800 abonnés pour suivre toutes nos émissions et les redécouvrir quand vous ne pouvez pas les écouter en direct. Pour m'accompagner ce soir, Léa Zuzard, Virginie Van der Merch et notre invité Philippe Dancos. Avant le quiz, le traditionnel coup de cœur, coup de gueule. Alors cette semaine, j'avais ni coup de cœur, ni coup de gueule. Il n'y avait rien qui m'avait vraiment fait flancher d'un côté, vaciller d'un côté ou de l'autre. J'avais plus envie de vous faire réagir sur ces débuts de Jeux Olympiques. 3 médailles au compteur au moment où on se parle. Bon, des débuts plutôt réussis, sans surprise le biathlon qui s'est déjà distingué à 2 reprises. Est-ce que vous avez eu l'occasion, c'est compliqué quand c'est dans ce sens-là avec le décalage horaire, mais est-ce que vous avez eu l'occasion de suivre un petit peu ces débuts de jeu, Léa ? Oui, effectivement, c'est assez compliqué, hein. Tout se passe la nuit, mais j'essaye de voir un petit peu quand même. Donc oui, le biathlon, on s'y attendait, hein, c'est un peu la spécialité française au JO d'hiver. Et puis là, j'ai vu aussi le skieur de 41 ans qui a fait une médaille. C'est quand même incroyable. Je crois qu'il disait que c'était un des plus âgés, un médaillé des plus âgés au JO d'hiver. Donc ça commence bien. Pour l'instant, toujours pas de médaille d'or, mais bon, je pense que ça devrait pas tarder. Voilà, après, c'est toujours un peu différent les JO d'hiver, mais voilà, j'ai hâte que ça suive son cours et puis enfin qu'on voit sur la glace les Auvergnats, oui. Gabriela Papadakis et Guillaume Cizeron, qu'on attend impatiemment. Ça c'est sûr. Virginie, est-ce que tu as eu plaisir à retrouver le curling ? Non, pas du tout. Tu vois, ça, j'ai eu aucun plaisir parce que j'ai pas regardé, je t'avoue. Non, voilà, moi j'ai vu la triste 4e place de Perrine Lafont. Voilà, on espérait énormément d'elle. C'est dur parce que c'est 30 secondes tous les 4 ans.
Et de la voir qui a eu le courage de venir à l'interview, parce que je pense que c'est dur quand on perd, voilà, et qui se met à pleurer, voilà, moi je compatis. Je sais que quand on perd c'est assez dur et quand on est favori. Et que voilà, elle était pas en forme ce jour-là, elle rate quelques petites choses, mais en fait dans le détail, en plus moi j'y connais rien en ski de boss, mais voilà, il n'en faut pas beaucoup pour que voilà, elle soit pas vraiment complètement sur le podium, et c'est vrai que voilà, moi, c'est dur parce que quand on attend des champions et que quand ils sont pas au rendez-vous, en fait, je pense qu'ils portent aussi du coup toute la déception que voilà, tous les Français avaient mis un peu sur elle, donc voilà quoi. Philippe, tu suis un peu ces jeux d'hiver où les sports de glace, ça te passe un peu par-dessus? J'aime bien le ski. J'aime bien le ski. Je connais pas grand-chose aux autres trucs parce que puis il y a de plus en plus de sports, donc on sait plus trop qui fait quoi. Mais non, par contre, moi j'ai le gars qui a pris une médaille en descente à 41 piges. Chapeau, parce que quand tu connais un peu la descente, c'est un truc où faut s'accrocher, quoi. C'est si tu lâches un peu, tu prends des secondes dans la gueule, quoi. Et donc chapeau le gars, parce que c'est vraiment un truc où il faut du cœur, quoi, vraiment. Puis si tu te tolles, tu t'en rappelles, quoi. Ah oui, ça peut être. Et donc je me disais, ça peut être définitif, malheureusement. Ce gars-là, je connais pas son parcours, je sais pas à quel âge il a commencé. Mais tu te dis, il a jamais lâché le truc, quoi. Moi, je fais souvent un comparatif avec les sports mécaniques, la descente et le sport moto, c'est un peu pareil. Et puis tu vois bien, les motards, au bout d'un moment, et plus l'âge arrive, plus l'âge grandit et plus il coupe, quoi. Et en ski, c'est un peu pareil. Le gars, il prend une médaille olympique à cet âge-là. Chapeau, en tout cas. Belle fin de carrière. Ça, c'est sûr qu'après, il peut s'arrêter tranquillement. Je pense que c'est pas dans ses projets de s'arrêter tout de suite, mais en tout cas... Tant que ça marche, faut continuer. C'est ça, oui. Il faut surfer sur la vague tant qu'elle est là. Très bien, on va terminer avec notre traditionnel quiz. Je vous rappelle 5 questions olympiques ou paralympiques, une question record, une question d'actualité sportive locale, une question avec ASA Sport, la réponse a été donnée pendant l'émission, et on termine avec le décompte. Alors je ne vais pas vous cacher que ça va être très axé sur ces jeux d'hiver, sur les jeux d'hiver en général aujourd'hui, le quiz, même sur le local et même, non pas avec ASA Sport. Question olympique pour démarrer, ça va être une question de rapidité. Philippe, tu pourras intervenir sur le décompte final, tu pourras les aider une fois chacune si elles sèchent. Question olympique, la première qui me donne la bonne réponse marque le point. Je vais vous demander quelle épreuve a ramené, je vous demande l'épreuve, a ramené la première médaille à la France aux ces Jeux de Pékin 2022. Biathlon. L'épreuve, ça c'est la discipline. Ah, le relais mixte. Le relais mixte. Bravo. Le point pour Léa qui ouvre le score. Question record. On va parler curling justement. Quelle nation détient le record de titres au championnat du monde de curling, hommes et femmes confondus? Là aussi, question de rapidité. États-Unis? Non, c'est pas les États-Unis. Italie? Non plus. La Norvège. Non. Canada? Le Canada, ouais. Bien vu Léa, c'est le Canada. 53 titres depuis 1959, 53 titres de champion du monde. Il y en a 36 chez les hommes, 17 chez les femmes. Ça fait 2-0 pour Léa. Question d'actualité sportive locale. Vous me donnerez chacune une réponse, ça sera la plus proche qui gagnera. On commencera avec Virginie. Je vais vous demander combien d'athlètes la région Auvergne-Rhône-Alpes compte à ces Jeux de Pékin. Virginie. 17. 17. Léa. Je dirais moins quand même, 10. Eh bien, c'est Virginie qui va marquer le point, qui est le plus proche, même si t'es la plus proche, mais t'es très loin. C'est 53 représentants, parce qu'il ne faut pas oublier que dans cette grande région, on a la Savoie, la Haute-Savoie, donc le Jura, l'Isère, pas le Jura, mais l'Isère, voilà. Et donc tous les skieurs et tous les alpins. La question, c'est plus de savoir s'il y a des gens qui ne sont pas d'ici qui sont Exactement. Et on a 2 représentants que tu as cités tout à l'heure en patinage artistique, 2 représentants pour l'Auvergne, et même plus précisément pour le Puy-de-Dôme, mais 53 athlètes. Mais tu comptais paralympique aussi? Non, uniquement sur les Jeux, là, sur les Olympiques. Question avec ASA Sport, ça va être une question de rapidité. On a donné la réponse pendant l'émission. Je vais vous demander, chez les hommes, quel est le record du All-Star Perche? 6,06 m. 6,06 m. T'as été attentive, Virginie. C'est Philippe qui a donné la réponse. Joli. Ma question n'était pas totalement anodine tout à l'heure. Le décompte final.
Donc on a attaqué cette édition des Jeux Olympiques d'hiver. Les premiers, c'était en 1924 à Chamonix. Je vais vous demander de me retrouver le tableau des médailles, sachant qu'il y a 10 nations, très exactement. D'habitude, je vous demande toujours les 10 premières. Mais là, il y en a 10 qui ont été médaillés à ces premiers Jeux d'hiver. On va faire commencer Léa. Vous êtes à égalité de partout. La France? La France qui était 9e à ce classement avec 3 médailles. Ça fait 3 à 2. Je vous rappelle que vous pourrez demander à Philippe de vous aider si vous séchez un peu. Canada. Le Canada 8e, une seule médaille. Les États-Unis? Les États-Unis à la 5e place de ce tableau des médailles avec 4 médailles. Alors, vous aurez remarqué, je vous ai dit France 3 médailles, Canada, France 9e avec 3 médailles, Canada 8e avec une médaille. C'est la qualité de la médaille qui fait la différence. Virginie. Suisse. La Suisse 4e de ses premiers Jeux Olympiques d'hiver avec 3 médailles. L'Allemagne? Eh bien non, il n'y a pas l'Allemagne dans ce classement. L'Italie. Il n'y a pas l'Italie. La Norvège? Il y a la Norvège qui était en tête déjà à l'époque avec 17 médailles pour la Norvège. 5 à 4. Virginie. Au Danemark. Non, pas le Danemark. Les Pays-Bas? Non plus. Je vous rappelle, vous avez un joker s'il y a besoin. La Suède. La Suède, oui, à la 7e place avec 2 médailles. Ça fait 5 partout. La Finlande? La Finlande, oui, 11 médailles. 6 à 5. Il nous en reste 3. Pays du Nord. On reste en Europe. La Belgique. Ouais, la Belgique. Bien vu. Il a bien soufflé, Philippe. 6 partout. La Belgique qui est 10e avec une médaille. Léa. L'Angleterre? La Grande-Bretagne, oui, Oui. avec 6 médailles. Ça fait 7 à 6. Allez, il en reste un, Virginie, pour égaliser. Et finir sur un match nul. Sinon, ça sera une balle de match pour Léa. Il reste un grand pays de ces sports d'hiver que vous n'avez pas cité. L'Irlande. Non, c'est pas Non, ça. pas l'Irlande. L'Autriche? L'Autriche, Oui, bien vu Léa. bien sûr. L'Autriche, 3e. C'est donc Léa qui remporte ce quiz 8 à 6. Joli, mesdames, bravo. Bravo. Belle bataille et sans aide. Merci beaucoup, Philippe, de ta venue. Merci à vous. On se retrouvera peut-être dans 2 ans pour reparler de la 9e. Ça sera la 9e à cette époque-là, édition du All-Star Perche. Je vous rappelle, le All-Star Perche, c'est samedi 19 février à la Maison des Sports de Clermont-Ferrand. Le concours international, c'est à partir de 20h30. Mais le jeudi et le vendredi, il y aura déjà des animations et des concours. Mais 20h30, le 19 février, le All-Star Perche à la Maison des Sports. Vous pouvez vous précipiter dès la fin de cette émission sur la billetterie qui est ouverte. Je vous rappelle que cette année, ça sera ouvert au public. La rediff, c'est mercredi à 20h. Le podcast jeudi matin sur la page Facebook avec ASA Sport. On se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle émission. Normalement, on parlera rugby s'il n'y a pas de changement de programme avec le coach du R3CA à la veille de son match face aux Servettes de Genève. D'ici là, je vous